Vous avez eu raison de venir ce soir pour la dernière session, la plus dynamisante que vous ayez jamais vécue. Donc on attend de vous une participation active, vous savez. Et donc, eh bien, après s'être interrogé toute la journée sur la cuisine a-t-elle un genre, eh bien, on va passer peut-être à des étapes d'après, c'est-à-dire que la cuisine, c'est l'alimentation. Et puis nous, on va ce soir aborder quelque chose qui concerne l'alimentation, dans tout ce qui est là de symbolique, qui est les troubles du comportement alimentaire. Je suis Régis Sankar, je suis professeur à l'université de Tours, spécialisé en nutrition, et vice-président de l'IUHCA aussi. Depuis plusieurs années, on essaye de rapprocher la santé, la science biologique, les sciences biologiques et puis les sciences humaines et sociales, d'où des sessions comme ce soir qui essayent de faire le lien. Et donc c'est pour ça qu'on va aborder cette problématique des identités de genre et troubles alimentaires. Alors pour animer cette table ronde, eh bien, nous sommes 4 intervenants. Nora Boisy, peut-être ? Boisoni, bonjour. Nora Boisoni, je suis journaliste, je suis autrice, j'ai écrit 2 livres qui parlent de genre et d'alimentation, Féminisme et Stexisme aux éditions Nourriture Fu. Et voilà, ça fait pas mal d'années maintenant que je travaille sur genre et bouffe. Formidable. Catherine Grangeard. Ça marche là. Je suis Catherine Grangeard, je suis psychanalyste. J'ai une formation de psychosociologue. Et ce qui m'intéresse, c'est l'impact de la société sur la construction des individus. Je vais vraiment répondre à cette question qui est posée dans le programme. L'identité de genre pourrait-elle être considérée comme un élément parmi les autres dans l'univers de l'anorexie et de la boulimie ? D'après moi, oui. On attaque fort. Bonsoir, je m'appelle Hélène Rénal. Je suis une patiente de Monsieur Ancard. Je souffre de troubles alimentaires, d'anorexie depuis ma toute jeune enfance. Mais je vais bien, je vis avec et j'ai une petite fille. Merci Hélène. Et merci à toutes. Donc voilà, donc vous voyez d'emblée qu'on a choisi un panel assez large pour aborder bien finalement une question qui pourrait être très médicale, mais pour laquelle on a souhaité la mettre en perspective, et bien voilà, de multiples approches, et je crois que c'est ça qui est très très important. Les troubles du comportement alimentaire, qu'est-ce que c'est ? Vous avez certainement entendu parler de l'anorexie mentale, qui en est un. C'est un trouble qui fait que les personnes se restreignent de façon importante, au point même, quelquefois, de générer ce qu'on appelle une dénutrition, c'est-à-dire que l'impact de cette perte de poids a un impact sur la santé. Ça s'associe, il n'y a pas que ça, bien entendu, il y a aussi une perception de son propre corps qui est perturbée, ça s'appelle la dysmorphophobie, et donc il y a toute cette maladie est guidée par le contrôle qu'il y a dans le respect de cette image peut-être différente, on va dire, de son corps, de contrôler son alimentation. Il n'y a pas que l'alimentation, il peut aussi y avoir l'activité, qui est un élément important. Et c'est une problématique sévère. C'est une problématique qui se rencontre particulièrement à certains âges de la vie, particulièrement à l'adolescence. On y reviendra un petit peu. Et voilà, qui est une problématique qui est très, très complexe. 50% à peu près de ces jeunes patientes et patientes qui développent une anorexie mentale à un jeune âge, on va dire à l'adolescence, vont guérir, et puis d'autres vont évoluer différemment, quelquefois aussi dans une situation qui se chronicise. Et donc, dans notre expérience, eh bien, nous avons toutes les étapes, on va dire, de cette pathologie. D'autres troubles sont dans ce qu'on appelle une boulimie. Et là aussi, finalement, on rejoint un petit peu cette dimension de contrôle. On va certes avoir des moments d'ingestion obsessionnelle d'aliments, avec une culpabilité terrible derrière, et une attitude compensatoire qui, la plupart du temps, consiste en des vomissements. Et c'est donc un deuxième trouble du comportement qu'on pourra aborder. Les deux sont quelquefois liés. Il y a des associations entre les deux. Il y en a un troisième qu'on ne va peut-être pas beaucoup développer ce soir, qui sont ce qu'on appelle les binge eating. C'est des choses que l'on voit plutôt chez des personnes qui vont développer une obésité, avec là aussi
voilà, une tendance à manger beaucoup, beaucoup trop, quelquefois de façon obsessionnelle, mais qu'il n'y a pas de contrôle, et donc ce qui fait que ces gens vont prendre beaucoup de poids. Encore une fois, l'un des points qui est important, parce que la question qui est soulevée aujourd'hui, c'est est-ce que ces troubles du comportement alimentaire rentrent dans une problématique de genre? Ben oui, c'est vrai que 80%, on va dire, même plus 90% des patients que l'on peut voir sont des femmes. Est-ce que c'est fortuit? Est-ce qu'on va essayer d'analyser tous ensemble quels sont les éléments qui font qu'on rencontre cette population de femmes beaucoup plus fréquemment dans cette pathologie-là? Si à peu près, sur le plan, c'est pas facile de faire de l'épidémiologie de l'anorexie mentale, mais si par exemple on considère un critère qui est le fait d'avoir eu un épisode d'anorexie au cours de sa vie, il faut considérer qu'à peu près 2% de la population féminine aura rencontré ce problème-là. Si on regarde la population masculine, on va tomber à peu près au 10e. Ce n'est pas tout à fait ça, mais globalement, il y a un rapport de 1 à 10. Donc on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui est très associé au genre dans cette maladie. Et c'est un petit peu ça qu'on va essayer d'aborder. On trouve la même chose dans les conduites qui sont associées à des vomissements, donc la boulimie. Donc ce ratio, on le conserve un petit peu à tous les niveaux, et on va essayer un petit peu de voir ça en regard de tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a pu dire depuis le début de la journée sur le lien entre est-ce que tout ça est finalement lié à, je ne sais pas, une image qui est associée à la femme dans le champ de l'alimentation, de la cuisine, de sa propre personne. Et donc c'est ça qu'on va essayer d'aborder ce soir. En fait, est-ce que déjà nous avons des pistes là-dessus? On pourrait se dire, est-ce que la génétique apporte des éléments? Parce que pour développer des signes d'anorexie, il faut certainement plusieurs choses. Il y a certainement un contexte génétique à ça. Tout le monde, devant un certain nombre de circonstances, ne réagira pas de la même façon. Et certainement, il y a des dimensions génétiques qu'on ne contrôle pas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on est capable de dire s'il y a des associations entre l'anorexie mentale puis d'autres troubles, qu'ils soient des troubles psychologiques ou d'autres anomalies, l'obésité par exemple, ou d'autres problématiques de santé. Ça, on sait faire. Le lien, par exemple, de se dire est-ce que cette maladie, elle est portée par le chromosome X ou Y, ou est-ce que l'un protège de l'autre, ça, c'est pas très très clair. Mais par contre, des associations génétiques, effectivement, il y en a. Donc il faut certainement une espèce de prédisposition, je dirais, à développer ces pathologies. Et puis souvent, ce que l'on rencontre, c'est aussi des facteurs favorisants ou des événements qui vont être des éléments clés. Par exemple, c'est vrai que on parlait tout à l'heure de ce pic de fréquence qui concerne l'adolescence. C'est vrai que l'adolescence est une période compliquée, à vrai dire assez passionnante. C'est une période de construction où un enfant, quel que soit d'ailleurs son genre, son sexe, va passer du stade d'enfant à un stade de jeune adulte, avec toutes les transformations physiques, notamment la puberté. La dimension sexuelle, je pense qu'on va beaucoup l'aborder, parce que c'est un point absolument majeur. Et les transformations psychologiques qui sont associées à ça. Question aussi, c'est une période, mais vous le savez tous, qui génère chez les adolescents d'énormes interrogations, chez peut-être aussi des personnes qui ont déjà des problèmes à trouver sa place, à trouver son épanouissement, on va dire, et surtout de la confiance en soi. Et ça, ce sont des éléments, effectivement, qui font qu'à cet âge-là, on a donc un pic de fréquence particulier. Donc, oui, certainement une prédisposition, certainement une question d'âge, et puis aussi des événements. Et c'est vrai que dans ces problématiques que l'on peut suivre, il y a aussi très souvent des psychotraumatismes, et très souvent aussi des psychotraumatismes. Alors ça peut être une séparation, ça peut être des choses comme ceci, mais souvent ce sont des psychotraumatismes, on va dire, très, très forts, et notamment des abus sexuels. Ce type de problématique est aussi très très présente, et on y reviendra parce qu'encore une fois, cette dimension, on va dire, ce lien avec l'aspect du corps, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi cette dimension sexuelle est très 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 importante.
Pourquoi la femme? Peut-être aussi parce qu'il y a peut-être des traits, on est différents, les hommes des femmes, ça c'est sûr. Peut-être qu'on a de façon innée peut-être des traits de personnalité un petit peu différents, notamment en termes de confiance en soi, c'est possible. Je crois que ça a été abordé ce matin, quand aussi il a été dit, mais tiens, mais l'homme il a toujours tendance à se mettre en avant, c'est vrai, peut-être un petit peu moins la femme, peut-être qu'elle se pose plus de questions sur elle-même, j'en sais rien. En tout cas, tous ces éléments-là peuvent effectivement contribuer. Mais il y a le poids de la société, bien sûr, qui aussi, le poids de la société qui va faire d'ailleurs qu'on parlait tout à l'heure tout de suite de ces psychotraumatismes, ces agressions sexuelles ou autres. Et c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus fréquentes chez la jeune fille, chez la femme, que chez l'homme. Pareil, à peu près 3, 4 fois plus importante chez la femme que chez l'homme. Donc là, on voit encore une fois qu'il y a un tissu d'éléments qui peuvent contribuer à ce que ce trouble des conduites alimentaires intéresse plus particulièrement la femme que l'homme. Pour le reste, il existe des tas d'hypothèses mécanistiques sur ça. Vous savez ou peut-être vous ne savez pas, qu'on a incriminé aussi des modifications du système de la récompense. Comment se fait-il que chez certains, le fait de manger apporte un réconfort et que chez une personne anorexique, c'est le fait de se restreindre finalement qui produit la même chose? Il y a des tas de médiateurs, on va parler de la sérotonine par exemple, ou d'autres choses. Mais est-ce que ça c'est vraiment genré? À vrai dire, la population qui est testée est essentiellement féminine. Je ne suis pas sûr. En tout cas, on n'a pas de piste dans cette dimension-là. Il y a d'autres éléments aussi physiopathologiques, ce qui explique la maladie, qui peuvent venir aussi des bactéries qui sont dans notre intestin. Tout ça, ce sont des voies de recherche passionnantes qui apportent leur pierre et qui sont basées sur, bien sûr, une expérience qui concerne une population essentiellement féminine. Donc, voilà juste un petit peu pour engager, je dirais, la discussion, un élément de qu'est-ce que c'est que de quoi allons-nous parler ce soir. Et puis maintenant, je vais passer la parole à Nora en premier lieu, qui va développer certains aspects, et puis on va discuter ensemble et avec vous surtout, puisque c'est un petit peu le but de cette table ronde. Nora. Moi, je voudrais parler des représentations médiatiques, et justement, qui est quand même un énorme facteur de pourquoi est-ce que le matin, quand on est une femme, on regarde si on n'a pas un bourrelet qui a poussé pendant la nuit. D'ailleurs, on le sait, on connaît très bien nos corps, on se surveille, on se punit, pour reprendre le titre d'un essai célèbre. Je voulais citer une autrice qui s'appelle Suzanne Bordeaux, qui a écrit un bouquin qui s'appelle, elle en a écrit plein, mais The Unbearable Weight, donc le poids insupportable, mais il y a un jeu de mots avec unbearable, vraiment impossible à soutenir. Elle parle des injonctions à la minceur dans nos sociétés. Elle dit que c'est une mise en accusation d'une culture qui dédaigne et supprime la faim des femmes, rend les femmes honteuses de leurs appétits et leurs besoins et exige que les femmes travaillent constamment à transformer leur corps. Et on voit vraiment qu'il y a l'idée, Mona Chollet en parle très bien dans Beauté fatale aussi, que le corps des femmes est un work in progress, qu'il y a toujours quelque chose à changer. Et ça, on le voit avec les tendances. Et quand je parle de tendance, ce mot m'exaspère, mais quand on voit les tendances, les injonctions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tendance, c'est Kim Kardashian. C'est vrai. Les chirurgiens esthétiques ou les médecins esthétiques voient des patientes arriver qui leur montrent la photo de Kim Kardashian en disant « je veux ressembler à ça ». En 2019, il y a un truc incroyable qui est sorti. 2019, ça marque la première fois que les 18-34 ans ont plus recours à la chirurgie et la médecine esthétique que les 50-60 ans. Je ne sais pas si ça vous choque autant que moi. Les 18-34 ans. Et ça, c'est pas dans nos têtes. L'étude est en Angleterre. Mais il y en a, vous en cherchez ailleurs. En France, je crois qu'il n'y a rien qui est fait sur le sujet, c'est génial, on aime bien se voiler un peu la face. Mais aux États-Unis, les chiffres sont sensiblement les mêmes. C'est la première fois que les millennials, en fait, se font chirurgier plus que les 50-60 ans. La prévalence des interventions esthétiques en France, les plus pratiquées, c'est les injections d'acide hyaluronique.
Alors, l'acide hyaluronique, ça tend la peau, vous voyez, c'est comme les gens qui n'arrivent plus à sourire, comme ça, un peu comme le Botox, mais on peut s'en mettre un peu partout des injections d'acide hyaluronique, hein, donc c'est pour avoir l'air plus jeune, et je mets entre guillemets parce que ça ne veut rien dire avoir l'air jeune, c'est une construction aussi. Et la deuxième intervention la plus pratiquée, c'est l'augmentation mammaire, et il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est des bonnets D. Avant, c'était des bonnets C, ça a toujours été des bonnets C, c'est de plus en plus gros. L'esthétique Kim Kardashian, et en France on a Nabila qui a été le premier avatar de ces corps-là, puisque dans les années 90-2000 c'était plutôt ce que les médias ont appelé, et le terme est abominable, hein, non c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est quand même les médias qui adorent trouver des phrases qui les font rire, c'était l'esthétique héroïne chic. Alors héroïne pas dans le sens le féminin de héros, mais comme la drogue. Donc c'était Kate Moss. Donc c'est une valorisation, une glamourisation de corps qui ont l'air d'être des corps de camés, de toxicomanes, de personnes qui ont des problèmes de santé. Aujourd'hui, le corps à la Kim Kardashian, c'est ce que demandent la plupart des femmes qui vont dans les cabinets de médecine ou de chirurgie esthétique. Et il y a une opération qui fait des ravages, dans le sens vraiment fait des ravages, c'est le BBL, c'est le Brazilian Butt Lift, donc c'est pour augmenter le volume des fesses. Et il y a une patiente sur 3000 qui en meurt. C'est pratiqué partout dans le monde. Les Instagrammeuses, les fit girls, etc., les Kim Kardashian, les nanas de télé-réalité en France, dans le monde entier en font la pub sur leur compte Insta. C'est pratiqué dans des conditions sordides par des gens qui n'ont aucun diplôme et aucune expertise aussi pour le faire, qui n'ont même pas le droit de le faire d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est prête à crever pour avoir des grosses fesses et correspondre à un idéal qui est une tendance, c'est-à-dire que ça change. Nos corps, ce n'est pas des tendances. Mais c'est-à-dire que la façon dont on scrute les femmes, dont les médias les scrutent, et dont on leur dit aujourd'hui il faut ressembler à ça pour avoir du follower, du like, et être récompensé, puisque la société, quand je dis surveiller et punir, c'est ce qu'elle fait aussi avec les femmes. Mona Chollet l'écrit très bien, Naomi aussi l'écrit dans The Beauty Myth, elle écrit aussi qu'on récompense les bonnes élèves du patriarcat, mais on les punit aussi. C'est-à-dire que quand vous voyez une actrice qui s'est fait tirer et qui est méconnaissable en fait, la violence déchaînée des médias, et du public, en disant mais pourquoi elle a fait ça ? Parce que sinon elle n'a pas de rôle en fait. Elle ne joue plus au cinéma. Les femmes de plus de 50 ans au cinéma, c'est peanuts, en France et partout. Donc on récompense les bonnes élèves, c'est bien, t'es gentil, t'as fait ce qu'il fallait, mais en même temps on leur défonce la gueule dans les médias. Sur Instagram, puisque justement ce chiffre-là, sur 2019, c'est la première année que les 18-34 ans ont plus recours à la chirurgie que les 50-60 ans. Ah oui, puis il y a une augmentation de ce qu'on appelle les actes non invasifs, donc pas la chirurgie, mais la médecine esthétique, hein, donc les injonctions, etc., puisque ça se résorbe. On peut se faire gonfler les seins avec des injections, et ça se résorbe au bout d'1 heure. Donc pour faire des selfies, par exemple. Ouais, mais vous vous rendez compte, en fait ? C'est-à-dire que, voilà, les filtres Instagram, ça rend les femmes folles, dans le sens où on se dit, mais je ressemblerais à ça ? Ah ouais, pas mal. Ah ouais, si mon nez était plus fin, si mes pommettes étaient là, etc. Donc on se voit à travers des filtres. Vous voyez bien, en télé-réalité, elles se ressemblent toutes, les nanas. Je ne sais pas si... c'est quand même assez hallucinant de voir des sosies, puisqu'elles montrent toutes la même photo. Sur Instagram, parce qu'on ne va pas faire semblant, hein, Instagram y est pour beaucoup. Alors il n'y a pas qu'Instagram, il y a le cinéma, tous les types de cinéma, les séries télé, les publicités dans la rue. Quand vous avez des 4x3 dans le métro ou dans les rues commerçantes et partout, dans les magazines, qui vous parlent de votre cellulite dès le mois de mars. Alors, ça ne veut pas dire que dès le mois de juin, c'est mieux. Hein. Mais quand dès le mois de mars, vous avez pensé au bikini body sur la plage, faites attention, etc. On vit avec une obsession, c'est-à-dire qu'il y a toujours une tache de fond chez les femmes qui est à quoi je ressemble. Est-ce que je ressemble à ce qu'il faudrait ressembler, à ce qui est désirable ? Et quand je dis désirable, c'est pas que sexuellement désirable, c'est le corps désirable, c'est le corps mince. On est dans une société qui est profondément grossophobe. La société n'est pas faite pour les gens gros. Le corps médical est grossophobe. Les équipements médicaux ne sont pas faits pour les personnes grosses. On leur parle de leur poids alors qu'ils viennent pour un rhume. Les sièges de cinéma, les sièges de train, les sièges tout court ne sont pas faits pour ça. Les femmes grosses sont plus discriminées que les hommes gros, notamment au travail et sur le marché de la drague, hein, tout simplement aussi. Donc Instagram fait aussi qu'on est confronté en permanence, puisque l'algorithme en fait d'Instagram, c'est génial. Si pendant une soirée vous regardez que des bébés chats,
il vous propose des bébés chats pendant 3 jours, quoi. Même si vous likez pas, hein, juste il retient tout ce que vous faites. Donc si vous regardez des corps de femmes extrêmement minces en bikini ou d'hommes très musclés en maillot de bain, vous n'allez plus avoir que ça dans votre fil et ça va être un peu compliqué de voir autre chose. Sur Instagram, alors moi les chiffres ils datent de quand j'ai écrit mon livre il y a quelques années, donc, mais ils sont sensiblement les mêmes. Il y a ce qu'on appelle, enfin c'est elle qui s'appelle comme ça, les fit girls. Donc c'est des nanas qui vont vous montrer leur routine sportive et leur routine de bouffe, #healthy food. Donc on sait maintenant qu'il y a une étude française il n'y a pas longtemps qui montre que les plats qui sont montrés sur ces images sont des plats qui sont pour la plupart carencés. C'est pas du tout des plats il faut pas se nourrir comme ça en fait. Il manque un nombre de macronutriments, c'est du délire, c'est hypocalorique, c'est une catastrophe. Sur Instagram, les hashtags FitGirl ou FitGirls ou FitnessGirl, il y en a 78 millions. Pour les hommes, FitBoy, il y en a 3,7 millions. Bon. Voilà. On sait aujourd'hui, au niveau des régimes, que ça touche de plus en plus les garçons et les hommes. Les troubles du comportement alimentaire, notamment l'anorexie aussi. On voit quand même une petite... on parle avec Régis, mais on voit quand même une augmentation des cas de garçons qui sont dans les cabinets. Moi, il y a des chiffres, je vais un peu vous assommer de chiffres. Je fais pas ça d'habitude, mais en fait, c'est tellement flagrant que moi, j'en tremble parce que ça fait vraiment du mal. Sur les régimes, alors déjà, on en parlait ce matin, mais les hommes se voient toujours plus minces qu'ils ne le sont. Et les femmes plus grosses. Alors les chiffres, on parle de même. Sur les régimes, 70% des femmes ont fait au moins un régime dans leur vie, contre 40% des hommes. 2 femmes sur 3 qui ont un poids dit normal, je n'aime pas ce mot, mais bon, 2 femmes sur 3, elles font des régimes quand même. 58%, donc c'est quand même assez atterrant. Et alors là, une femme sur 4 contre un homme sur 7 a déjà fait plus de 5 régimes. Alors, juste qu'on s'entende sur un point, les régimes, ça ne marche pas. On le sait, c'est scientifique. Il y a un effet rebond. C'est pas mon avis, c'est vrai. Vous pouvez reprendre le poids en général 3 ans, 5 ans après. Ça ne fonctionne pas. On est au régime tout le temps. Je crois qu'il y avait un chiffre, alors il faut l'étayer, je l'ai juste vu une fois, tu donneras. Et il y a le fait qu'on passerait 6 ans de notre vie à faire des régimes en tant que femme. C'est complètement atterrant. Ce qui est atterrant, c'est aussi que les personnes qui sont, entre autres, parce que la société est responsable, hein, les médias sont responsables, et Kim Kardashian, je l'estime en partie responsable quand même. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que parce que c'est une femme, elle est forcément féministe, et ce qu'elle fait est féministe. Le clan Kardashian-Jenner, donc c'est des sœurs et des demi-sœurs, elles ne font qu'affirmer qu'elles n'ont jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Bon, voilà. Et qu'est-ce qu'elles disent ? Et là, c'est très important, c'est très intéressant. Elles disent qu'elles ont eu ce corps-là et ce visage-là grâce, à votre avis, à quoi ? La volonté. Volonté. Du travail. Quelqu'un a une idée ? Le sport. L'alimentation. Donc elles disent, c'est une bonne hygiène de vie qui fait que vous allez nous ressembler. Non, c'est beaucoup d'argent. Comme toutes les actrices et tous les acteurs que vous voyez dans les films, les chanteurs, les chanteuses, il y a la génétique qui joue. Jennifer Lopez, c'est sûr, elle a une génétique de malade, de compète, de folie. Elle a beaucoup de chance, mais elle a beaucoup d'argent aussi. Elle a des coachs, elle a des nutritionnistes, chef à domicile, elle a tout ce qu'elle peut, ce qu'elle veut pour aller voir sa dermato tous les jours, pour dépenser un pognon monstre, pour garder cet aspect qu'elle a là. Sinon, en fait, elle a plus de taf. Puis sinon, on se fout de sa gueule. Et on fait des avant-après pour voir si ses genoux, ils ont pris un peu de poids. Oui, il y a eu des articles sur les genoux des célébrités. Oui, voilà. Le gras sur les genoux des femmes, très intéressant. Je vais finir sur le côté volonté, justement, qu'on évoquait. Quand on a tous ces hommes qui font beaucoup de sport et qui sont aussi donc les fit boys, mais je pense à des mecs comme Thibaut InShape, je ne sais pas si tout le monde voit qui c'est un youtubeur qui a énormément de followers, et je vois qu'il y a des gens qui sont consternés dans la salle qui le connaissent, qui valorise la musculation, qui mange que du blanc d'œuf et du blanc de dinde, sa vie a l'air formidable. J'irai pas boire des coups avec lui, je pense qu'il boit pas de coups, je pense qu'il boit pas, je sais pas s'il dort. Il valorise cette question de volonté, cette espèce d'hyper-masculinité, le contrôle de soi. Il y a une dimension pathologique dans ces comportements-là, parce que
Alors, l'orthorexie n'est pas un trouble du comportement alimentaire, mais c'est quand même une conduite problématique et une conduite à risque qui peut mener vers le trouble du comportement alimentaire. Mais chez les hommes, il y a cette dimension pathologique qui est valorisée. Le contrôle de soi, faire beaucoup de sport, manger entre guillemets correctement. Chez les femmes, tout de suite, on va lui dire qu'elle est au régime. Mais le mec aussi est au régime, en fait. Il fait pas ça juste pour lui, il fait ça pour les autres. Et je termine, pardon, j'ai plein de trucs à dire, mais sur le côté valorisation, je finis avec une phrase de Suzanne Bordeaux aussi qui dit que, et on parlera donc, ça va faire un point avec ce que tu diras sur l'anorexie. Elle dit que l'anorexique a inespérément découvert une entrée dans le monde masculin privilégié, une manière de devenir ce qui est valorisé dans notre culture, c'est-à-dire la discipline, la volonté, le contrôle de soi, et un corps qui est moins féminin, un corps qui est donc moins vulnérable sexuellement, socialement. Elle dit c'est illusoire et elle écrit « Remodeler son corps en un corps masculin n'est pas arborer le pouvoir et le privilège des hommes ». Et comme Despentes disait aussi, les hommes n'ont pas de corps. Voilà, je voulais, je crois, finir là-dessus, et après je rebondirai sur ce que diront mes collègues. Mais voilà, en tout cas, ah oui, pour finir sur Kim Kardashian, je peux en parler pendant des heures. L'esthétique Kim Kardashian s'appelle Slim Thick, mais c'est pareil avec Nicki Minaj ou même Beyoncé. C'est donc des femmes qui ont un ventre extrêmement plat, la taille extrêmement fine, un visage très fin, des bras très fins, des cuisses épaisses, des gros seins et des grosses fesses. C'est pas un corps qui est donné à tout le monde. Et il y a des femmes aujourd'hui, il y en a énormément, qui sont persuadées qu'à force de sport et de volonté, elles peuvent atteindre ce corps-là. Donc, on peut se faire crever de faim d'un côté, avoir des troubles du comportement alimentaire ou, comme on dit, faire attention. Alors, spoiler, quand on dit « je fais attention à ce que je mange », on est au régime, en fait. Je sais que c'est dur à dire, que c'est dur de reconnaître ça. Mais quand on dit « je me surveille » ou « je fais attention », ça s'appelle un régime. Et je ne vous lance pas la pierre, on le fait tous et toutes, et surtout toutes. Voilà, cette esthétique slim thick, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On la remet en cause. Les médias, fabuleux, toujours un truc à dire sur les femmes, on n'est jamais assez bien. Aujourd'hui, ils disent qu'il y a le retour, puisque Kim Kardashian a perdu 15 kilos, a enlevé ses implants, qu'il y a un retour à la tendance héroïne chic. Et il y a un nombre de femmes, il y a des tribunes, vous allez voir sur Instagram, sur Twitter, vous en parlez avec vos amis IES, qui sont terrifiées par ce retour à l'image de corps extrêmement maigres, parce que ça, comme on dit, trigger, c'est-à-dire que ça provoque en elles ces traumatismes dont elles n'ont toujours pas guéri, puisque c'est un long parcours, et Hélène en parlera. Et médiatiquement, la responsabilité, elle est absolument gigantesque. Arrêtez de parler du corps des femmes pour leur dire que ouais, c'était mieux avant, c'est mieux maintenant, qu'est-ce que tu peux faire ? Et puis pitié, arrêtons avec le bikini body, quoi. Merci Nora. Alors Catherine, votre regard d'analyste. Je vais poursuivre. J'ai dit, je vais te donner un chiffre. L'ANSES, en novembre 2010, a fait une étude sur la nocivité de tous les régimes. Quand nous parlons régime, nous parlons bien de régime hypocalorique. 95% des régimes à 5 ans aboutissent à une prise de poids. Je reprends, des régimes hypocaloriques qui finalement font prendre du poids. Dans cette étude de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, dans cette étude, il est noté beaucoup de choses intéressantes, dont les petites filles, à partir de l'âge de 11 ans, se mettent au régime. Pas parce qu'elles ont besoin de perdre du poids, mais parce qu'avec la puberté, un phénomène tout à fait normal se passe. Les hanches s'élargissent un petit peu et les seins commencent à pousser. Mais ça, comme c'est pas la mode, c'est de faire du 34 de pantalon jusqu'à très très tard. Et donc, les petites filles vont se mettre au régime sans en avoir la moindre nécessité. Et voilà pourquoi
des troubles de comportement alimentaire démarrent pour des fillettes. Ces troubles de comportement alimentaire, ce n'est pas que les extrémités qui sont l'anorexie ou bien qui serait tout ce qui a à voir avec la boulimie, l'hyperphagie. Non, c'est nous toutes et tous, mais beaucoup nous toutes. Comme tu l'as dit, Nora, quand même, il faut se préparer pour mettre le bikini. Nous toutes, femmes, pour lesquelles le corps est beaucoup plus compliqué. Et pourquoi ? Eh bien, parce que les femmes sont ramenées à leur corps, à quelque chose de la nature, beaucoup plus que les hommes. La culture serait du côté des hommes, la nature du côté des femmes. Voilà pourquoi vous avez posé la question, la cuisine a-t-elle un genre ? Il y a quelques années, j'ai été invitée ici même à Tours par Kélienne, quelque part dans la salle. À l'époque, on parlait, la cuisine a-t-elle un sexe ? Et aujourd'hui, on dit un genre. Parce que quelque chose a évolué. On se rend compte que c'est culturel. On se rend compte que c'est pas dans les gènes, que c'est pas dans les chromosomes, que c'est dans la culture. Oui, dans nos cabinets de psy, de médecins, on sait très bien, c'est pas un scoop pour personne. C'est pour ça que j'ai répondu à la question dès l'intro, parce que ce n'est pas un scoop. Nous savons très bien que très tôt, on va regarder la petite fille en se disant « Oh, celle-là, il faut qu'elle fasse un peu attention ». Mais très très tôt, elle aura 6 ans, elle aura 7 ans. Pas à son petit frère, pas à son grand frère, parce que si lui, il est un peu costaud, c'est plutôt bien. Ce qui est mal pour un garçon, c'est d'être petit. Tu citais des livres, moi je vais citer le livre de Thibaut de Saint-Paul, Le corps désirable. C'est un sociologue. Et il a écrit des choses extrêmement intéressantes à cet égard. La fille, elle n'est jamais assez mince. Le garçon, il n'est jamais assez grand. Donc là, on a quelque chose qui est de l'ordre du genre. Alors oui, dans nos cabinets, nous recevons des femmes qui se mettent au régime, tous les ans, tout le temps, n'importe quand. Évidemment, j'ai écrit plusieurs livres, moi aussi. Et l'un de mes livres, en 4e de couve, je parlais d'un trépied. Privation, transgression, au bout du chemin. Parce qu'on ne peut pas tenir une privation sans aller vers la transgression. Ce n'est pas possible. Nous avons une culture du trouble du comportement alimentaire. Les médias, tu l'as vraiment bien dit, mais pas que. Il y a la santé, soulignée au rouge dans le carnet de santé, qu'il va falloir surveiller. Mais attention aux effets pervers. Je disais ici même, il y a quelques années, qu'une fille qui aimait manger de la viande, on trouvait ça curieux. Une fille, ça doit quand même aimer la salade et les haricots verts. Il y a quelque chose qui est normé. Moi, je parle de normopathie. Il y a quelque chose qui est tellement intégré, parce que la construction d'un être humain, c'est papa, maman, mais pas que. C'est pas simplement un triangle, papa, maman et moi, non. C'est un carré, losange, rectangle, tout ce qu'on veut, mais avec 4 côtés. Angle, papa, maman, la société et moi. Et le bain socio-culturel a un effet. Alors moi, je vous demanderais, mais pourquoi la construction de ce que c'est qu'être homme ou femme n'aurait pas un effet? C'est juste débile. Bien évidemment que quand on vous dit qu'un homme, c'est comme ci,
et qu'une femme c'est comme ça, eh bien vous avez votre modèle identificatoire. Et peut-être que les pathologies qui en découlent, dont l'anorexie par exemple, viennent du fait qu'on ne veut pas s'identifier à ce qui dans une société est homme et femme. On ne veut pas. Alors pourquoi dans l'histoire des personnes il y a les réponses, et c'est ça qu'on fait dans nos cabinets de psy. Tu as parlé, Régis, de viol, d'inceste, de troubles divers et variés d'adultes sur les enfants. Eh bien oui, effectivement, pour éviter les formes, pour éviter de correspondre à cet objet sexuel, objet dont on s'est servi pour un plaisir, des petites filles trouvent un remède. Bravo les filles, vous avez raison, ne pas ressembler à cet objet sexuel qu'on voit dans les abribus et partout dans la ville. Bien sûr que ça a pu être une solution. Et le trouble du comportement alimentaire est venu alimenter ou nourrir un refus d'identification pour devenir l'objet de plaisir de l'autre. Après, évidemment, les amis, ça va poser problème, parce que cette solution n'était pas excellente. Que ce soit parce que les gens ont gommé leur forme ou parce qu'ils ont trop de forme, de toute manière, quelque chose a posé problème. Et là, de nouveau, trouble du comportement alimentaire pour résoudre le problème qui est né de la fameuse solution qui n'en était pas une. Tous ces troubles du comportement alimentaire sont des troubles qui correspondent à une société. On n'a pas les mêmes TCA, troubles du comportement alimentaire, dans toutes les sociétés. Dans certains modèles, eh bien, les femmes, les belles femmes, elles sont grassouilles. Dans d'autres sociétés, elles sont longilines. Dans d'autres sociétés, on leur demande quelque chose avec leur corps. Et c'est pour cela qu'il y a une construction. Le sujet, là, c'est l'identité de genre et les troubles alimentaires. Oui, bien sûr, que nous construisons avec des médias, mais le média, c'est le moyen de la construction, nous construisons des pathologies. Alors, je vais m'en arrêter là, puisque vraiment l'échange est ce que nous espérons, on va dire. Sinon, on pourrait reprendre et poursuivre. Comment on en sort ? Je crois que lorsqu'on pose un bon diagnostic, on a déjà fait un morceau de chemin intéressant. Là, nous sommes en train de poser un bon diagnostic. Si il y a un lien entre l'identité de genre et la conséquence en troubles du comportement alimentaire, réfléchissons à la construction du corps idéal, désirable, parce que, vous savez, on a tous envie d'être aimés. Et pourquoi ? Parce que tout nourrisson arrive sur Terre dépendant. Sa survie, au sens propre du terme, dépend du fait que des adultes vont l'aimer et s'occuper de lui. Parce que sinon, on meurt. Parce que le petit nourrisson, il est absolument incapable de se lever pour aller manger, se chauffer s'il a froid, se dévêtir s'il a chaud, se changer, l'hygiène, tout ça. Nous dépendons de l'amour. Et dans le nourrisson, vous entendez quand même comme moi qui a à nourrir. Donc nous dépendons de tout cela. Alors évidemment, un corps désirable, nous souhaitons l'avoir. Nous avons ainsi, en posant un diagnostic de plus en plus proche de la réalité, de la structure inconsciente que nous avons toutes et tous en tête, eh bien nous avons déjà une approche de ce qu'il faut faire pour traiter les personnes qui ont
un petit peu plus de difficultés que tout le monde, parce que vous et moi, quand ça ne va pas, ben, il y en a, ils ne mangent plus, et d'autres, ils mangent trop. Parce que c'est normal. Arrêtons de penser qu'il y en a qui ont un problème. Il n'y a pas nous, il n'y a pas eux. On est pareil. C'est une histoire de degrés. Alors, je vais vraiment m'arrêter cette fois-ci. La seule chose que je trouve géniale chez Freud, c'est qu'il a montré qu'il n'y avait pas les fous d'un côté et les normaux de l'autre. C'est qu'il y a une histoire de degrés entre les normaux et les autres. Merci beaucoup, Catherine. Donc, on voit là qu'on a tous les éléments pour comprendre. Alors maintenant, je crois qu'il est important de confronter ça avec l'expérience. Ah, moi, je suis désolée, hein, je vais vous dire tout de suite, là, vous avez fait une grossière erreur. Vous parlez que de bikini, mais je vous ferai remarquer qu'on est le 17 novembre. Il faut préparer son corps pour les fêtes. Commencez déjà, attention, perdez 2 ou 3 kilos. La souplette, maintenant et en janvier. Bon, maintenant, on peut y aller, quoi. Manger, bouger. Même si vous n'avez rien mangé ou que vous avez mangé hypocalorique, bougez. N'oubliez pas. Bon, trêve de plaisanterie. J'aimerais insister sur quelques points. D'abord, je vais parler du viol. J'aimerais expliquer une chose importante. J'ai subi des violences venant d'hommes alors que j'étais en très faible poids. Mais j'avais plus de 18 ans. Et c'est tellement facile, la pédophilie, quand la personne est majeure. C'est facile. Et ça fait du mal. Alors, mon corps était déjà détruit au niveau de l'alimentation. Vous pouvez imaginer qu'il n'y a qu'une seule autre chose, un autre recours. C'est de se blesser. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, juste une petite vigilance. Parce que la pédophilie légale, elle existe. C'est rare, mais ça existe. Ensuite, j'aimerais essayer de vous dire à quel point, voilà, on a parlé de pathologie, du problème de la pathologie. Je dirais qu'effectivement, le terme de trouble alimentaire, là où il est un petit peu, où il est un petit peu à discuter, c'est que si on veut parler vraiment de la pathologie, il faudrait vraiment ajouter que le trouble, il devient psychologique. Parce qu'on a tous, comme on disait, je suis pas bien, ben ouais, je suis pas très en forme, ben je grignote, oh, je me suis pris une plaquette de chocolat, ou j'ai pas bouffé de la journée. Ok. Le problème, c'est quand ça s'installe et quand il y a quelque chose derrière moi. C'était donc pas une question de violence, de viol, c'était la confrontation à la mort. Voilà, j'ai jamais supporté. Et le questionnement, c'est celui de la place. Quelle place j'ai dans la famille, quelle place on m'assigne dans la société. Parce que c'est une question d'assignation, effectivement, pour les hommes comme pour les femmes. Toi, tu es un homme, tu pleures pas, et ça vient très tôt. Et je pense que peut-être dans le fait qu'il y ait aussi la survenue de troubles à la préadolescence, que maintenant on voit que c'est dès 8 ans, hein, de plus en plus souvent, il y a aussi cette question que je deviens femme, alors il faut que je me prive. Si je ne suis plus une enfant, il va falloir que j'ai des gros seins, que j'ai des belles cuisses, des belles fesses, mais alors surtout pas de ventre, donc il faut que je me prive, parce que je suis devenue une femme. Et il faut que je fasse de la muscu parce que je deviens un homme. Et je pense quand même qu'il y a un basculement à ce moment-là qui est important. Et dans cette question de la place, une manière de fuir cette place, c'est d'effacer son corps. Donc soit on sort de la norme, soit d'un côté, soit de l'autre. Et dans la question de la grossophobie, il y a aussi une mégrophobie. Quand on va au-delà de Kate Moss, parce qu'on va plus loin que ça, parce que j'ai pesé 25 kilos pour 1m54. Je vous laisse faire le calcul. Et à ce moment-là, on vous regarde même plus. On vous dit que vous êtes un cintre, que c'est Auschwitz. Vous êtes complètement chosifié. Essayez de vous asseoir sur un siège, un strapontin, là, comme ça, si vous n'avez rien sous les fesses pour rembourrer, ça fait mal. Et le pire, c'est le regard des autres et les réflexions. Parce qu'on n'a pas hésité un jour à Paris. Un éboueur m'a vu jeter un yaourt. Il m'a dit, mais toi, dans l'état où t'es, mais c'est pas un yaourt qu'il faut que tu manges, c'est tout le paquet. J'avais rien demandé, hein. Sauf que j'étais presque en train de mourir. Et c'est ça. Et c'est ne pas se rendre compte de cette mise en danger aussi. On est tellement mal,
On est tellement mal et bien. C'est comme l'effet d'une drogue au bout d'un moment, quand on n'a plus assez d'énergie. On trouve une énergie folle, mais elle vient de, je sais pas, on ne sait même plus d'où elle vient. Et à ce moment-là, on est... je ne sais pas trop comment vous expliquer les choses. Il y a cette notion de danger qui a complètement disparu. C'est un peu comme un enfant qui va se jeter dans le vide, qui va se mettre une fourchette dans l'œil. On va dans le mal-être. C'est le mal-être. On veut fuir ce mal-être. Donc on va le fuir soit en mangeant énormément, soit en ne mangeant plus. Mais avec cette idée que j'ai pas ma place. Je la trouve pas, alors je me cache de vos normes. Il y avait un mot pour moi qui est encore parfois difficile. Quand on dit à un enfant, c'est bien, t'as bien mangé, ça va te profiter. Le mot de profit, mais c'est horrible. Le profit, c'est tellement dans notre société un terme qui est associé au consumérisme, à tout ça. Mais je veux pas profiter, je veux profiter de rien, de personne. J'ai vu. Tout va bien, ça va, je veux pas profiter des autres. Et dans ce terme de profit, c'est pareil, il y a des choses qui vont s'adjoindre. Il y a un tas de dimensions qui peuvent venir. Quand on dit qu'il n'y a pas une anorexie qui est pareille, oui, une anorexie mentale, et je dirais psychologique, hein, parce que le mot mental, il est des fois très mal interprété. Je suis pas folle, contrairement à ce que certains ont pu dire quand j'ai dit que je voulais un projet d'enfant. Heureusement, M. Ancard n'en faisait pas partie. Mais il y a ces dimensions par rapport à la mort où on peut se trouver. Vous savez, quand vous vous trouvez juste à la limite, où vous dites non, je ne suis pas morte encore. Vous dites, si je veux un basculement, si jamais je préfère aller vers les morts, c'est simple. J'arrête. J'arrête même de boire. Ou je bois trop, parce que ça, je l'ai fait aussi. 8 litres par jour. C'est beaucoup. Et ça, on s'en sort par sevrage. La volonté, oui, mais pas seulement. La volonté, ça ne suffit pas. Et un sevrage de flotte, ça se fait avec des infirmières, avec une psy derrière. On dit, à partir de maintenant, ça sera 5 litres, 4 litres, 2 litres. Et ça se fait. Et pourtant, ce n'est pas reconnu comme une drogue. Ça peut l'être. Tout peut l'être. L'alimentation, ça peut être très bénéfique, très dangereux. Le problème, c'est comment on la prend. Et je terminerai par quelque chose qui me semble très important aussi, on a parlé de symbolique. Et la symbolique des aliments peut être très très forte dans ces pathologies. Ça peut être, moi je vous le dis carrément, c'est pas pathologique. J'ai la gestion émotionnelle d'une enfant de 10 ans. Pas plus, c'est sûr. Et quand vous avez cette propension à être très guidé par vos sentiments, les aliments, ils vont être liés à un souvenir. Ils vont être liés à un souvenir. Moi, les petits Suisses, c'est mon arrière-grand-mère. Et ça sera toujours. Et s'il n'y a plus mon arrière-grand-mère, comment je peux manger le petit Suisse ? Je peux plus. Je peux plus. Alors finalement, au bout d'un moment, c'est tellement de souffrance. On va mettre des calories. Donc là, je vais manger 40 calories. Là, je vais en manger 25. Ça m'évite de penser que c'était avec machin ou avec truc ou dans telle circonstance que j'ai mangé. Et il y a des injonctions énormes qui se font, des injonctions qui peuvent venir de la famille ou autre. On dit, non, mais un jour d'obsèque, tu ne manges pas. Et oui, mais si toi, on t'a fait manger parce que toi, tu avais 10 ans, et qu'à 10 ans, il faut manger. Et bien, 30 ans après, vous vous en souvenez. Et vous ne pouvez toujours pas manger. Parce que c'est resté là. Parce que peut-être c'est que vous n'avez pas rendu hommage à la personne décédée. Voilà, c'est des tas de problématiques. Moi, j'ai celle-là. Mais vous pouvez interroger n'importe qui d'autre, vous en donnera d'autres, mais il y a quand même des points de recoupement. Et avec les personnes souffrant de boulimie et d'hyperphagie. J'ai participé à énormément de groupes, de psychodrames, groupes de parole. On avait les mêmes problématiques, avec des gens alcooliques, avec des gens qui ont l'usage de drogue, parce que c'est un mal-être. Merci beaucoup, Hélène. Je voudrais
peut-être lancer un petit peu le débat parmi nous, mais aussi peut-être l'ouvrir pour vous, parce que là, on a parlé avec des regards différents, un regard d'un patient, un parcours, et puis il y a aussi les gens autour, et ce que vous avez très bien dit, Hélène, c'est-à-dire, voilà, mais après tout, c'est pas un yaourt, ou c'est pas un petit Suisse qu'il faut qu'elle mange, c'est la boîte. C'est le regard des autres, quelquefois aussi la famille qui est extrêmement perdue là-dedans. Parce que comment est-ce que quelque chose qui est aussi simple pour moi soit aussi compliqué pour elle, ça peut être lui aussi, on pourra aussi aborder ces points-là tout à l'heure si vous le voulez. Comment est-ce que... Et ça, c'est vrai dans la famille, c'est vrai parmi les soignants. Il y a cette dimension de jugement qui a été dite et qui est très importante et qui blesse parce que, voilà, elles ne sont pas comprises, elles ne sont pas en majorité, elles ne sont pas comprises. Et il y a même, effectivement, une certaine phobie, parce que c'est vrai qu'on a peur. Quand on ne comprend pas très très bien cette histoire-là, parce que chez soi, c'est si simple, comment est-ce qu'on peut s'occuper ? Et je dirais pour nous, ce qui est très important, et je dirais la diversité de la table ronde aujourd'hui, elle est importante parce qu'il faut qu'on comprenne le signe que nous présentent, pour moi, ces patients, parce que ce sont des patients. Et ça n'est pas qu'une histoire de calories. Tout à l'heure, j'ai participé à une table ronde sur la diététique. Encore une fois, cette dimension d'injonction, qu'est-ce qu'il faut bien faire, combien vous devez manger, qu'est-ce qu'il faut faire pour être en bonne santé, faire du sport, manger pas trop, etc., etc. Mais quand on est devant ces situations-là, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que, bien sûr, c'est évident que si on n'a pas assez de poids, c'est qu'on ne mange pas suffisamment. Et quoi ? Et qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Et moi, alors vous avez beaucoup parlé de cette dimension d'image, de la société, de la construction sociale, c'est fondamental, mais il n'y a pas que ça. En tout cas, moi, ce n'est pas que ça que je vois en consultation. C'est vrai qu'on a des patients qui sont dans des situations qui sont très graves, mais il y a tout ce qu'il y a derrière, et effectivement, tant qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a derrière, on ne peut pas avancer, à mon avis. Alors, on peut vous nourrir, on peut faire des tas de choses, on peut vous aider aussi, parce qu'il faut savoir que quand on est extrêmement maigre, on n'arrive pas non plus à travailler sur soi-même. On est un peu dans le gaz, entre guillemets. Et c'est vrai qu'il faut retrouver un certain état, et puis aussi une dimension de confiance, de façon à accepter à travailler sur soi-même. Ça, c'est très important. Certes, Kim Kardashian, etc., on en a des patientes qui ont vraiment ce profil-là, etc., mais ce n'est pas toujours au premier plan. Ça, c'est la dimension sociale, mais il y a l'histoire de la personne qui est absolument fondamentale. Voilà. Je voudrais revenir sur ce que tu disais, Catherine, sur la binarité de genre. Effectivement, il y a une binarité de genre. Et une des solutions, tu esquissais peut-être des pistes, des voies de résolution. Comment on fait pour résoudre ? J'ai envie de dire déjà la binarité de genre, en fait. Pardon, mais ça a l'air tout simple comme ça. Alors oui, c'est facile à dire. Mais si déjà on arrête d'avoir une binarité de genre, puisqu'on sait qu'elle n'existe pas, qu'il n'y a pas non plus de binarité de sexe, au sens biologique, ce serait intéressant. Mais il y a aussi une binarité, et comme vous le disiez, Hélène aussi, et morale au niveau des aliments. Vous parlez de la symbolique des aliments. On moralise les aliments. Il y a les aliments soi-disant bons, les aliments soi-disant mauvais. Et donc, il y a les corps bons et les corps mauvais. Et même parmi les corps mauvais, donc la grossophobie, la société qui dit que les corps gros sont des corps mauvais, il y a les bons gros et les mauvais gros. Les bonnes grosses et les mauvaises grosses. Il y a les mauvaises grosses, c'est celles qui ne veulent pas maigrir. Je mets des gros guillemets, évidemment, parce que moi, je ne le pense pas. Les bonnes grosses, c'est celles qui font tout pour essayer de correspondre à un corps qui est un corps mince. Donc, on divise les femmes aussi, la rivalité féminine, l'espèce de mythe de la rivalité féminine, pour qu'on se juge entre nous, pour qu'il y ait les bonnes élèves et les mauvais élèves, les bonnes grosses, les mauvaises grosses, et on se culpabilise sur des aliments bons, mauvais. Je parle beaucoup, mais je voulais juste finir sur les violences sexuelles qu'on a abordées plusieurs fois, parce qu'il y a eu une étude cette année de chercheurs et chercheuses français et françaises qui ont établi un lien entre troubles du comportement alimentaire et violences sexuelles durant l'enfance. On parlait de ça.
Coras, Bernard et Bertin, ils et elles sont 3, 12 600 témoignages. 4,3% des cas d'agression sexuelle parmi ces témoignages sont liés à des troubles du comportement alimentaire. Le profil type, c'est des femmes qui ont eu des violences dès l'âge de 13 ans. C'est des femmes qui ont eu des violences incestueuses. On rappelle, c'est 9 enfants toutes les 30 minutes, l'inceste, en France. Ouais. Et c'est des femmes qui ont aussi d'autres troubles, troubles dépressifs, anxiété, des TOC, tentatives de suicide, automutilation, alcoolisme. Et ce qui est intéressant, c'est pour rejoindre ce que disait Régis, sur la prise en charge des personnes soit victimes de violences sexuelles, puisque ça donne lieu à d'autres troubles psychologiques, dont les TCA, dont la dépression, l'alcoolisme, la toxicomanie, mais aussi les personnes victimes du trouble du comportement alimentaire qui peuvent avoir des déclenchements dans les traumas dont vous parliez toutes les deux. Donc, essayez d'avoir une vision transversale par les soignants, notamment, justement, d'une prise en charge différente et un peu plus pas le nom, mais enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Essayez d'être plus transverse, quoi, de croiser tout ça pour se dire, ok, ça peut, de faire le lien, quoi. Meilleure prise en charge à ce moment-là. Voilà, pardon, Oui, multifactoriel. Hein, et c'est pour ça que j'insiste sur le bon diagnostic. Parce que si on arrive à repérer qu'il y a X% des gens qui ont eu des violences sexuelles, si on arrive à repérer que dans l'histoire de la personne, c'est un, disons, carré, rectangle, hein, que c'est pas simplement un triangle, eh bien, dans ce cas-là, la prise en charge est différente et meilleure. C'est pas simplement le médecin, le psy peut-être, la famille, l'enfant, mais ça peut être l'école, ça peut être le milieu d'insertion globale de cette personne. Nous avons des causes plurifactorielles, ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait une prise en charge plurifactorielle de la personne qui a des troubles du comportement alimentaire dont les conséquences sont visibles, parce que très curieusement, les conséquences sont visibles. Ces personnes ont un corps qui, par sa maigreur, fait qu'on regarde la personne, ou qui, par sa grosseur, fait qu'on la regarde. J'ai fait partie, là, il y a quelques mois, du groupe de la HAS, Haute Autorité de Santé, qui révise les recommandations pour l'obésité de l'enfant, tous les 10 ans à peu près. Après, c'est sur le net, et les professionnels ou le grand public peut consulter ces préconisations. Nous avions dans ce groupe des travailleurs sociaux, des personnes qui, dans les établissements scolaires, s'occupent je sais pas quoi, du sport. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que des soignants, pas que des pédiatres, des médecins, des psys. Non, il y avait aussi, parce qu'on le sait, tu as rappelé l'inceste. Vous savez que dans une classe de 30 élèves, il y a 3 enfants qui, là, aujourd'hui, est dans une situation d'inceste. Enfin, c'est considérable. Alors, quand le médecin se contente de souligner en rouge « à surveiller », moi, je trouve ça scandaleux, parce que si l'enfant manifeste par son corps une prise extrêmement rapide de poids, ou à l'inverse, une perte de poids, peut-être qu'il se passe quelque chose dans sa vie qui ne va pas. Alors toi, tu disais tout à l'heure, vous Hélène, vous disiez tout à l'heure, il y a des viols de pédophilie, même majeure, mais bien sûr, puisque le propre d'un corps, d'une personne anorexique, d'une femme anorexique, c'est d'être comme une enfant, de ne plus avoir de règles. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui installe la pédophilie malgré la carte d'identité de la personne qui est majeure. Donc, nous avons vraiment beaucoup, grâce à un meilleur diagnostic, des causes qui sont derrière les troubles du comportement alimentaire.
Et juste ne pas pathologiser le poids, quoi. Enfin, en vrai, pardon, mais arrêtons de pathologiser systématiquement le poids. Arrêtons d'associer une personne grosse à une personne en mauvaise santé, comme une personne maigre à une personne en mauvaise santé. Ça a l'air tout con, hein, mais on juge tout de suite les gens sur leur silhouette. Oui. Ça fait partie, effectivement, des éléments, voilà, dans un rapport social, on juge sur le sexe, la corpulence, la taille, plein de choses. J'insisterai sur cette dimension, justement. Je le dis, je le répète, notamment quand je parle avec des instituteurs, des enseignants et tout ça, qui me disent non, il n'y en a pas. C'est un mal-être quand c'est pathologique, quand le trouble est pathologique. Si on le voit, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est trop tard. On est déjà dans le Titanic. Parce que c'est l'expression d'un mal-être. Le mal-être, il est beaucoup plus profond. Il peut avoir 3, 4, 10 ans. Et c'est ça qu'il faut traiter. C'est pas juste t'es gros ou t'es maigre, c'est pourquoi. Et s'il y a une cause, si c'est pas juste un fait, il faut tout de suite y faire attention. Donc en fait, le plus difficile, c'est les signes avant-coureurs. Il y en a. On peut les lister, on peut même, je pense que ce serait intéressant de pouvoir essayer de faire un panorama de ça. C'est pas juste, oh là là, attention, il a fait ça, alors c'est forcément que ça va tourner comme ça. Non. Mais s'il y a un signe, et un autre, et que commence à avoir des doutes, là, on va se dire, attention au poids. Et c'est ça qui est très important, c'est de pas se dire, on va attendre que le corps exprime. Parce que c'est avant. Le corps, il peut exprimer avec les micro-signes. Trop de rituels, trop de dérives, de fait de dériver, de pas prêter attention à ce qu'on mange, ou de prêter trop attention, ou de passer un peu trop de temps à être dans son coin, en fait, à calculer des calories, ou même moins que ça. Ces petits signes qui prouvent un mal-être psychologique. La corpulence, c'est un intégrateur de santé globale. Qu'on perde du poids, on aurait pu parler aujourd'hui de l'obésité, finalement on aurait pu avoir quasiment la même discussion. L'important, c'est qu'effectivement, c'est un signe qu'il faut comprendre et voilà. Et ce n'est pas que simplement une histoire de calories, ça c'est très simple, mais ça veut dire quelque chose. Et de la même façon, quelqu'un peut perdre du poids pour les raisons qu'on a imaginées là, quelqu'un peut en gagner aussi pour se protéger, et pourquoi pas d'ailleurs des mêmes violences. C'est des choses qu'on voit aussi, parce et ça c'est fondamental. Mais moi je trouve qu'on parle un petit peu beaucoup, alors je vais détendre un peu l'atmosphère, parce qu'on parle de choses très lourdes, mais c'est certainement parce que voilà, je suis avec que des filles, elles parlent trop. Très lourdes. Bah, sympa le stéréotype sexiste. Oh ben voilà. Est-ce qu'on peut voir la salle? Parce que je suis sûr, voilà, maintenant on aimerait bien que ça soit vous. J'espère que vous avez envie voilà, qu'on vous a donné envie de nous questionner ou d'interagir. Et voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Parce que vous étiez complètement dans le noir. On avait l'impression d'être vraiment entre nous. Il y a une question là à gauche. Là-haut. Tout à l'heure, on avait des micros. Et à droite. À gauche, à droite, à gauche. Allez, à gauche en premier, à droite ensuite. Les micros arrivent. Il faut que vous leviez la main bien haut pour que les hôtes et hôtesses vous voient. Ah, il n'y a pas de micro. Est-ce que quelqu'un peut nous apporter les micros? C'est bon? Ah, il y en a un là. OK. Madame. Merci. Toujours Justine Pirard de la Maison de la Nutrition. Vous avez beaucoup parlé des diktats sociaux, mais la différence, elle est quand même fort importante quand même entre les diktats et les troubles du comportement alimentaire, qui sont en effet un diagnostic clinique. Et sur la seconde partie, vous y êtes allé sur justement le repérage. Et vraiment, me semble-t-il, on manque beaucoup d'outils. Les professionnels manquent d'outils, les médecins généralistes manquent d'outils. Le trouble du comportement alimentaire, c'est pas tout, quoi. C'est en effet, je reviens, il y a un diagnostic clinique. Mais c'est surtout, il me semble que vous ne l'avez pas dit, et peut-être je me trompe, mais c'est le déni aussi. C'est le déni de cette maladie. La plupart des personnes qui sont dans les troubles du comportement alimentaire, déjà, ça vous en avez parlé, ne se voient pas du tout comme ils sont en termes de silhouette, mais même à l'opposé. Mais en plus, sont complètement dans le déni. C'est-à-dire que les autres le voient, mais pas eux. Et si personne n'est là
s'il n'y a pas eu de formation, donc Madame, vous parliez, Madame Grangeard, vous parliez des travailleurs sociaux, les infirmières scolaires, encore une fois, je reviens sur les médecins généralistes. 1, ils ne sont pas outillés, et 2, jamais ils iront sur le psychotrauma. Et on leur demande pas d'être omnipotents, mais pour mieux orienter, il faudrait au moins qu'à un moment donné, ils posent cette question, ou du moins, ils aillent questionner. Et donc ça, je pense qu'il y a encore un manque là-dessus. Et voilà. Non, mais vous avez bien sûr raison, évidemment. Ça gêne, ça dérange, parce que les psychotraumas, si on parle de l'enfance, principalement, ça se passe en famille. Alors, ça dérange. On a tous envie de trucs un peu simples. En revanche, quand vous commencez à pénétrer le huis clos des familles, alors là, ça se complique. Donc oui, bien sûr, que les soignants, que toutes ces personnes qui prennent en charge les enfants, que ce soit à l'école, les institutrices, ou bien les activités parascolaires, etc., etc., même quand on voit un peu des choses et des comportements, tous ces signes avant-coureurs, ce serait possible d'y faire attention. Mais ça voudrait dire un autre rapport des uns aux autres. Ça voudrait dire une société beaucoup moins individualisée. Ça voudrait dire, tiens, comme le proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. Mais c'est pas ça qui se passe aujourd'hui. Les mômes, ils ne vont même plus tout seuls en ville de chez eux à l'école, parce qu'on leur a appris que c'est l'extérieur qui est dangereux. Donc, vous voyez, comment on va alerter le médecin généraliste, l'infirmière scolaire, l'instit et tout ça, que tous ces signes avant-coureurs, eh bien, il faut y faire attention et nouer le dialogue pour qu'il y ait une prise en charge bien en amont, avant que ça commence à être grave. Mais là, on est en train de parler des troubles du comportement alimentaire, mais on pourrait élargir à tout un tas de troubles bien sûr. qui se manifestent d'une façon ou d'une autre. Parce que quand on a des gamins qui sont extrêmement violents, même à 6 ans, à 8 heures du matin, qui s'insultent dans la cour de récré, mais au secours, vous voyez, pourquoi ils se parlent comme ça? Donc là, on a vraiment une énorme prise en charge d'une société. Vous avez parlé de profit tout à l'heure. Eh bien oui, peut-être il faudrait qu'on réfléchisse à ce qui va profiter à la grande masse et pas simplement à faire du profit financier. Voilà, là on a vraiment des grosses questions. Nous, on s'occupe de la pointe de l'iceberg. Quand ça cogne, quand ça maigrit, quand ça grossit trop, quand quelque chose se manifeste. Mais c'est l'intérêt d'une réunion comme aujourd'hui de voir que nous avons, grâce à ces manifestations visibles du mal-être, quelque chose qui nous signale un énorme malaise dans la civilisation. Et cet énorme malaise, nous en tirons les fils lorsque les corps commencent à vraiment souffrir, lorsque les individus, par leur corps, montrent quelque chose. Ça s'appelle de l'expression corporelle. Parce qu'il y a des mots qui ont manqué à un moment donné. Alors comment on sait entendre? Comment on sait dire « Mais je ne sais pas, Cyril Hanouna, tais-toi, parce que tu fais beaucoup de mal. Parce qu'il n'y a pas que l'autre avec ses grosses fesses qui fait du mal. Il y a tout ce monde. » Et moi, je crois, voyez-vous, qu'en sortant d'ici, si on se rend compte que vraiment on est dans un rectangle, losange, je ne sais pas quoi, on a vraiment fait un grand, grand pas. Parce qu'on remet les troubles du comportement alimentaire au sein de tout ce qui ne va pas très bien. Parce que c'est plus nous, eux, parce qu'on est dans le même bateau. Et que oui, il y a des gens qui ont du mal avec l'alimentation et d'autres avec d'autres types de violences. Parce que pour moi, c'est une violence.
quand même pour répondre, si tu me permets, très rapidement, pour ce qui concerne le dépistage, il y a quand même une chose qui est quand même assez efficace, c'est le poids et la taille. Non pour souligner en rouge, mais quand même quelque part, et souvent ça nous vient comme ça, et c'est déjà une bonne chose. Et tout le problème, effectivement, est de l'interprétation, de faire ces choses qui sont de base chez l'enfant, qui permettent, parce qu'il y a le déni, il y a aussi, on masque aussi un certain nombre, donc ça n'apparaît pas toujours. Donc c'est vrai que ces mesures qui sont indiscutables, voilà, doivent être un signe d'appel et doivent effectivement amener à diriger vers des gens qui pourront répondre à ces questions, de spécialisés ou pas. Mais donc, finalement, si on part du principe que l'état nutritionnel est un intégrateur de santé, il est finalement assez facile en le faisant régulièrement, tout simplement en mesurant le poids et la taille, de voir, là il a pris, là il a perdu, voilà. Donc ça veut dire quelque chose, et là il faut s'intéresser, il faut qu'on rentre plus dans le fond. On pourrait faire des tests multiples pour des troubles du comportement alimentaire, mais pourquoi pas aussi pour des tas d'autres choses qu'on est incapable de faire, comme vous le savez, puisque tout simplement il y a une question de moyens derrière ça. Donc ça, en tout cas, c'est assez simple à faire, et c'est un bon point de départ à mon sens. Oui, mais parce que c'est très intéressant, ce qu'on disait aussi, mais en fait, le problème, c'est qu'on médicalise le poids, quoi. Oui, et le problème, c'est que cette courbe taille et poids, en fait, elle n'est pas pertinente. Elle n'est pas pertinente à un niveau individuel. Quand on sort de la norme, elle devient... Mais il n'y a pas de norme, en fait. Mais le problème, c'est l'idée même de norme, en fait. C'est-à-dire qu'une personne grosse, c'est quoi le problème? En fait, on médicalise le poids. Il y a des personnes en mauvaise santé qui ont un poids normal, en fait. Et il y a des personnes grosses qui sont en parfaite santé. Je vois un monsieur qui dit non, mais comment vous pouvez dire non? Vous ne pouvez pas prendre la totalité du monde entier et dire que toutes les personnes qui font, 70 kilos pour 1m60, sont en mauvaise santé. On ne médicalise... Le problème, c'est qu'on médicalise le poids systémiquement. Oui. Attends, ça n'est pas normal. Quand quelqu'un perd du poids à ce niveau-là, encore une fois... Oui, il y a un impact sur la santé, je vous l'ai dit. On a un véritable problème sur sa santé somatique. Et oui, on a des courbes de référence qui nous permettent de savoir que ça quitte ou pas et qu'on est en train de constituer. Quand il y a une très grande perte, un gain, mais je suis tout à fait d'accord. Je dis juste que la question de normes, elle n'est plus pertinente aujourd'hui. Ça permet de dire que il y a des personnes plus grosses que moi qui sont en bien meilleure santé, qui font des profs de yoga. Bien sûr. Qui font des trucs que je peux pas faire, qui courent, je peux pas faire, qui sont... Là, on est plutôt dans le champ de la perte, la dénutrition. Oui, mais je veux dire, il y a un moment donné où les courbes, les courbes, c'est pas les individus, quoi. C'est problématique. Je voulais juste dire une chose à propos du déni. Attention de ne pas stigmatiser les parents. Les parents ne se rendent pas forcément compte. Bah oui. Ils peuvent le voir, ça peut être sous leurs yeux, sans qu'ils le voient. C'est un problème, ça fait partie de la psychologie, ça fait partie de tout ça. Et madame, il y a une chose qu'on commence à mettre en place, qui commence à porter vraiment ses fruits. C'est un réseau pluridisciplinaire. On l'a monté avec rien, avec zéro budget, avec nos petits bras, avec des patients, avec des médecins de tous bords. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, et je pense qu'on finira par y arriver, c'est qu'un médecin généraliste qui a un doute sur un patient ou une patiente puisse simplement venir référer. Bon, là, moi, j'ai tel patient, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en est? On a commencé, et on n'est qu'au début. Oui, la dame là-bas, et puis après ça, une autre. Oui, je voulais intervenir. Je remercie Hélène pour ce témoignage. Il se trouve que moi, en effet, je me suis reconstruite pendant très longtemps grâce à un voyage que j'ai fait dans un pays où ma famille a été déracinée, d'origine germano-belgo-luxembourgeoise, depuis 2 siècles, juive. En effet, dans ma famille, beaucoup de choses ne se disaient pas. On n'avait pas le droit de dire qu'on était juif, on n'avait pas le droit de dire qu'on était d'origine allemande. On n'avait pas le droit non plus de dire qu'on avait été victime de violences, notamment sexuelles. Bien sûr. Ça a été le silence dans ma famille, qui a duré plusieurs générations, notamment les femmes, puisque la judéité se transmettait entre les femmes, et que y a une période où c'était compliqué de transmettre la judéité et que ça pouvait se faire que dans le silence. Je vous parle de ce témoignage puisque je termine un mémoire sur ces recherches qui concernent mes ancêtres pour les rendez-vous de l'histoire de Blois de l'année prochaine.
et avec l'Université de Luxembourg. Esch-sur-Alzette, en effet, c'est la capitale européenne de la culture cette année. C'est l'endroit où j'ai fait mon burn-out, blackout, quand j'étais correspondante de presse au journal Le Monde, il y a 28 ans, et que j'ai appris par ma mère un silence, un secret qu'elle m'a lâché à un moment où je m'y attendais absolument pas. Heureusement, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont soutenue. Parce que je l'ai appris, j'avais 22 ans, sur quelque chose qui m'était arrivé étant bébé. Par la suite, j'ai rencontré des hommes, j'ai rencontré le père de mes filles. Et il y a 21 ans, cet homme m'a frappé devant ma grande fille parce qu'il avait peur que je m'aperçoive de ce qu'il avait l'intention de faire. J'ai déposé plainte contre lui. Ma mère, à l'époque, était encore en vie. C'est elle qui m'a alertée du danger. J'ai refusé de me marier avec lui. J'ai déposé plainte, heureusement, avec le soutien de tous mes médecins, notamment ma gynécologue. Et je vous dis, ça fait 21 ans, donc c'est... Et malheureusement, ça n'a rien pu empêcher. Mon ex-concubin a été condamné civilement il y a 20 ans. Ça ne l'a pas empêché de recommencer. Il y a 17 ans, mes 2 filles se sont retrouvées en famille d'accueil. Elles n'avaient pas la possibilité de parler de ce qu'elles avaient subi. Elles ont eu la chance de m'en parler avant d'être placées. Aujourd'hui, elles se reconstruisent de la même manière que moi, je me suis reconstruite. Et heureusement que j'ai déposé plainte, et heureusement que cette affaire est revue actuellement comme celle de Pauline Bourgoin dans la région. Puisqu'on est beaucoup de mamans à avoir été privées à tort de nos enfants quand on a révélé ce genre de violence. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci. Merci à vous. Oui, excusez-nous, on est tous un peu émus par ça. Voilà, une autre question là, puis il y avait une autre question là à droite. Oui. Bonjour et merci de tous ces témoignages qui sont poignants et c'est difficile de prendre la parole maintenant. Je voulais dire que tout ce qu'on est en train d'entendre là débouche sur ce qu'on appelle, témoigne de ce qu'on appelle dans notre société maintenant la culture du viol. En arrivant là, je ne m'attendais pas sur le thème de la cuisine tel un genre à en arriver là. Mais j'espère que dans cette enceinte de l'université, peut-être qu'on va nous entendre. Je me suis tue du côté des féministes qui tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps. Et peut-être que j'ai entendu parler de l'école. À l'école, j'étais enseignante. Je suis à la retraite maintenant, mais combien de fois, nous enseignantes, combien de fois l'infirmière scolaire, combien de fois on voit des enfants en grande détresse, que ce soit par le poids ou un autre signe, et on ne peut rien faire. On le signale, mais il n'y a pas les moyens. Et on nous dit, les enseignants, vous parlez toujours des moyens. Mais c'est la société qui ne se donne pas les moyens. C'est la société qui ne se donne pas le moyen de faire une vraie société solidaire et donc égalitaire. Et voilà, peut-être que comme ça, le genre, les minorités, on arriverait à les casser et on parlerait d'égalité pour de vrai. Bientôt, le 25 novembre, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, journée internationale maintenant. Et je vous invite à tous et toutes, et à l'université peut-être de se battre, pour de vrai, en mettant les moyens, en mettant son influence, parce que l'académie aussi a une influence à faire. Il y a plein de livres. Je vais en citer un seul. C'est le berceau des dominations, qui parle du viol. Et le viol, comme on dit, c'est un tabou.
on pense que c'est un tabou dans la société. Par cette thèse, le berceau de domination, ce qu'elle montre, ce qu'est le tabou, c'est pas le viol. Le tabou, c'est de parler des violeurs. Parce qu'on dit, il y a tant d'enfants violés et victimes d'inceste dans une classe. Mais combien de violeurs? Ils sont où? Merci beaucoup, madame. Merci. Là-bas, une question là-bas. Je dois vous avouer aussi qu'en tant que soignant, avant de m'occuper, je n'avais pas conscience de la fréquence, de l'importance de cette problématique dans un champ qui est celui de l'alimentation-nutrition, avant de m'occuper effectivement des troubles du comportement alimentaire. C'est quelque chose, c'est un élément qui est partie intégrante de cette problématique. Encore une fois, les psychotraumatismes au sens large, il peut y en avoir d'autres, il n'y a pas que ça, mais c'est absolument majeur. Donc, et ça, j'affirme que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas si surprenant. Non. Parce qu'effectivement, dans les cabinets, c'est très présent. Oui, mais alors, juste une petite question, c'est... On retire énormément, en ce moment, depuis des années, d'infirmières, de médecins et de psy scolaires. Et ça, c'est pas une violence faite aux femmes, c'est une violence faite à tous les enfants. C'est vrai. Question. Je voulais juste revenir sur 2 points. Je reviens un petit peu plus sur le sujet aliments, corps des femmes. Peut-être un arbitrage un tout petit peu entre M. Ancard et Mme Boisoni à propos de la norme. Ce que je crois, alors moi je suis Virginie, diététicienne sur Tours, avec une approche beaucoup sur le comportement. Ce que je crois, c'est qu'il existe quand même une importance des mesures corporelles comme une expression phénotypique, mais qui n'est pas à comparer par rapport aux autres, et qui a comparé par rapport à soi-même, c'est-à-dire par rapport à la nature de la personne. Moi, systématiquement, quand je regarde le poids d'un enfant ou d'un adulte, je le compare par rapport à lui-même et non pas par rapport aux autres, et non surtout pas par rapport à la société. Ça, c'est un point important. Et le deuxième point que je voulais relever, alors c'est presque une note d'humour, alors on arrive en conclusion de cette journée, mais c'est, je voulais alléger le sujet par rapport aux femmes. On a parlé là sur les troubles alimentaires et les femmes, finalement, et beaucoup du trouble lié au manque d'alimentation, à la norme de notre société. Je voudrais juste rappeler peut-être ou questionner les hommes, parce que moi je vois aussi beaucoup d'hommes qui ont des troubles de conduite alimentaire. On n'en parle pas, je pense que ce sont des tabous, et je pense à tous nos Obélix, je pense aux hyperphages, je pense à tous ces hommes qui ont des comportements finalement, qui ont des troubles de conduite alimentaire par rapport à l'alcool, par rapport aux bonne vieille ripaille rabelaisienne. Alors, je fais un clin d'œil un petit peu pour l'université de Tours, et je crois que on n'en parle pas assez. Je pense qu'il y a un tabou, et j'aurais aimé, ou c'est une ouverture pour une autre année, qu'on parle aussi du comportement alimentaire des hommes dans leur comportement aussi troublé. C'est parce que c'est valorisé. On le sait, c'est très valorisé pour un homme d'outre-manger. Les hommes boivent 3,5 fois plus d'alcool que les femmes, mangent 2 fois plus de viande rouge que les femmes en France, mangent 38% de plus en portions que les femmes, n'en ont pas besoin. On rappelle quand même que les hommes n'ont pas besoin de manger plus de viande que les femmes pour être en bonne santé, que les hommes n'ont pas besoin de beaucoup plus de calories on s'entend bien, à silhouette identique, etc. On le rappelle, les hommes mangent beaucoup trop. En moyenne, c'est un fait. C'est pas mon avis, c'est pas ma bulle, c'est pas j'ai vu que. C'est vrai, les hommes mangent trop et on ne leur reproche pas. Et effectivement, vous avez raison. Non seulement il y a cette image de l'homme comme un bon mangeur, il fait bonne chère et c'est valorisé, contrairement aux femmes qui ne devraient pas trop manger. Mais en plus, sur justement ce que vous disiez, sur ces hommes qui développent par un trouble anorexique, c'est plus difficile à diagnostiquer parce qu'il n'y a pas d'aménorrhée, par exemple, donc les règles qui n'arrivent plus chez les petites filles. Chez les garçons, il y a moins de signes comme ça, et les garçons vont peut-être avoir une perte de poids moins spectaculaire que les petites filles, mais faire énormément de sport, et on va le valoriser, comme on le disait, parce qu'un garçon doit être musclé. Donc il y a ça aussi, et juste parce que vous disiez qu'on ne parlait pas des hommes, moi je voudrais juste lancer un dernier chiffre, parce que justement, les populations qui sont à risque, il y a des hommes homosexuels qui sont très à risque, puisque c'est un milieu qui a une énorme pression sur la nourriture et le corps et la minceur. Les hommes homosexuels, des chercheurs britanniques en 2018, sur 5000 ados à 14 ans, les hommes gays ont 2,67 fois plus de risque de faire un régime que les hommes hétéros. Et à 16 ans, le risque de développer une hyperphagie boulimique est 12,5 fois plus élevé. Donc il y a des publics à risque aussi, et en tant que soignants, soignantes, etc.,
Voilà, parce que la pression corporelle est mal et qu'ils ne sont pas dans le genre normatif, etc. Donc il y a aussi ça à prendre en compte quand on est la société. Pardon, on aurait pu en parler aussi. C'est vrai qu'en plus de ça, on en parle de mieux en mieux. Et donc, on a cette population-là qui apparaît aussi dans des consultations de nutrition, des consultations qui sont spécialisées dans les troubles du comportement alimentaire. Malheureusement, on manque un petit peu de temps. Mais oui, ça serait passionnant. Sachez d'ailleurs qu'on avait une personne supplémentaire qui devait participer à cette table et qui n'a pas pu venir malheureusement, mais qui était complètement spécialisée dans cette problématique de genre. Et moi-même, maintenant, on voit de plus en plus, et on en parle de plus en plus, voilà, des gens qui ne sont pas bien dans leur genre, et je crois qu'il y a effectivement beaucoup de choses à pousser dans ce domaine. Il y a une dernière question, là, c'est ça. Oui, moi je voulais rebondir sur ce que disait Madame Boisoni. Voilà, au niveau de la médicalisation du poids. Donc effectivement, moi je suis d'accord que regarder uniquement le poids, comme par exemple le calcul de l'IMC, ça suffit pas, parce que si par exemple vous prenez quelqu'un qui est en surpoids ou qui a vraiment uniquement une masse graisseuse trop importante et que vous le comparez par exemple à un bodybuilder qui lui a que du muscle quasiment, et qui est en bonne santé, et par rapport à quelqu'un qui risque de voir peut-être une obésité morbide ou quelque chose comme ça, ils auront le même poids tous les deux, la même taille tous les deux, mais ils auront complètement... Je ne pense pas que les bodybuilders sont en bonne santé. Hein. Pour vous dire, quoi, ça peut être... ça dépend vraiment... L'IMC ne suffit pas, quoi. De regarder que le poids ne suffit pas. Il faut vraiment regarder... Je vais mettre tout le monde d'accord. Voilà. L'indice de masse corporelle, c'est un indice statistique qui a été utilisé par les assurances américaines, et il y a eu des changements dans ce qui était normal ou ce qui était en surpoids ou en sous-poids. Il y a eu deux écarts qui ont été rajoutés parce que les agences d'assurance américaine avait constaté que la population avait grossi. Donc, si vous voulez, c'est un outil statistique qui permet de voir un peu les choses. Mais évidemment, vous parlez de bodybuilders, mais les rugbymen sont des gens, des hommes qui ont une masse corporelle extrêmement forte parce qu'ils sont hyper musclés. Nous avons aussi la diététicienne. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont une carcasse plus ou moins lourde, etc., etc. Ce n'est qu'un outil. Moi, ce qui me dérange, c'est lorsque le médecin, l'infirmière, etc., ne s'en servent que pour diagnostiquer quelque chose qui ne va pas et vont souligner en rouge. Sinon, en tant qu'outil parmi tant d'autres, si on fait un entretien, tu as pris ou tu as perdu, machin, qu'est-ce qui se passe, enfin, si c'est un adulte, qu'est-ce qui vous arrive, etc. Là, on va ouvrir le débat. Mais si on reste sur est-ce que vous mangez trop mal, nanani, là ça ne va pas du tout. Voilà, c'est la pointe de l'iceberg qui est intéressante. Alors je peux pas complètement être d'accord avec vous. L'IMC d'entrée chez nous c'est 10 ou 11, d'accord. Donc on parle pas tout à fait de la même chose. On n'est pas là en train de discuter à la marge de la norme. On est chez des gens qui sont profondément dénutris. Et tout à l'heure on parlait du dépistage. Il faut quand même pour nos collègues avoir des repères qui sont simples. À nous de faire le tri après, ça c'est très très important pour leur donner accès effectivement, et ils sont peu nombreux, à des gens qui sont capables de les prendre en charge et qui soient à l'aise avec ça. Et ça c'est quand même important. Sur le reste, sur la dimension de la normalité en population, je vous rejoins. Mais attention, nous parlons là de dénutrition profonde. Donc, avec un impact important. Et d'ailleurs, nos patients, au début, sont dans un environnement qui ressemble à la réanimation, hein, très franchement. Donc voilà. Donc c'est de ça dont nous parlons. On n'est pas tout à fait à la marge. C'est pour ça que je réagis de cette façon-là. Et encore une fois, pour nos collègues qui ont la tâche compliquée, comprenez que c'est compliqué aussi d'aborder ça avec son patient qui vient souvent pas vous voir pour ça. Eh bien, il faut aussi leur faciliter un petit peu la tâche. On est à 34. Merci beaucoup pour votre... Je voulais juste vous dire quelque chose quand même. L'IMC, c'est les assurances qui l'ont créé. Moi, je ne peux pas faire d'emprunt.
Moi, je peux pas. Les assurances bancaires me refusent. Ah oui. C'est une surprime. C'est même pas une surprime. Je ne peux pas. Historiquement, 25 et 30 ont été effectivement des valeurs seuil qui traduisaient un sur-risque. Donc, il fallait payer plus ces assurances. C'était ça à l'origine. Pour l'excès pondéral. Voilà. C'était ça l'origine de ces valeurs seuil. Mais bon, on a d'autres façons, et notamment chez l'enfant, on ne fait pas tout à fait de la même façon. Mais non. C'est juste pour vous Monsieur dire... Ancard, vous ne faites pas comme ça. Monsieur Ancard, quand il fait une consultation, il fait les trucs chiants. Alors, on vérifie la tension, le truc, le machin. Bon, maintenant, parlons des choses sérieuses. Comment vous allez? Et pour ma fille, c'est ce qu'il a fait aussi. Il a dit, attendez, elle est trop petite, votre fille, vous faites quelle taille? Papa fait quelle taille? Eh ben, stop, tout va bien, les attendus, tout va bien. Voilà, donc effectivement, il faut la norme et il faut la mettre en perspective. Oh, si Hélène se met à casser ma baraque, alors. Ouais, cassons les baraques. Merci à tous pour votre participation. Merci à vous, parce que voilà, je crois vous avez bien contribué à alimenter la mèche et à faire que vous interagissiez. Et bonne soirée alors.